Le Canada, pendant ce temps, se retrouve à l'avant-dernier rang de ce palmarès avec un faible 8 devant le Japon et l'Espagne. Bref, inutile de chercher les bons coups du côté du gouvernement conservateur en matière d'environnement. Ce dernier n'a non seulement jamais compris l'urgence d'agir, il ne croit tout simplement pas à l'importance de la lutte au changement climatique. La lutte au réchauffement climatique passe invariablement par une modification de notre rapport avec l'énergie, de surcroît lorsqu'il s'agit des énergies fossiles. C'est en conciliant économie et environnement que nous atteindrons nos objectifs. Récemment, une étude réalisée conjointement par des groupes écologistes et des économistes de renom démontrait qu'il est possible de réduire de 25 en cible absolue les gaz à effet de serre du pays sous le niveau de 1990. Cet objectif est non seulement réalisable, mais il n'affectera que marginalement l'économie canadienne. Plutôt que de considérer de manière objective ces propositions, le ministre de l'Environnement s'est contenté de les qualifier d'irresponsables et d'inacceptables. Ainsi, il fait la démonstration qu'il préfère faire abstraction des coûts beaucoup plus élevés que l'inaction qu'entraînera l'inaction en matière de changement climatique. Monsieur le Président, en refusant à toute l'exaction, le gouvernement conservateur choisit de protéger les pollueurs et de faire porter le fardeau aux autres, notamment au Québec. Hier, plus de 200 entreprises du Québec se sont joints aux autres investisseurs de par le monde qui réclament un engagement robuste et ambitieux des gouvernements. Ils réclament du gouvernement qu'il prenne des engagements immédiats et forts en matière de réduction des émissions qui soient beaucoup plus élevés que la moyenne mondiale et qui soient appuyés par des stratégies crédibles. Selon ces entreprises québécoises, le développement économique ne pourra être soutenu à long terme si le climat n'est pas stabilisé. Il est vital que nous sortions de cette récession d'une manière qui jette les fondements d'une croissance à faible intensité en carbone et qui évite de nous enfermer dans un avenir à forte intensité carbonique. Un faible résultat à Copenhague risque de créer beaucoup d'incertitudes et de saper la confiance. D'ailleurs, les entrepreneurs, les investisseurs et visionnaires de ce monde ont rapidement compris qu'au moment où l'humanité doit procéder à plusieurs choix, les nouvelles technologies représentent un potentiel extraordinaire. Et le Québec, comme les autres leaders en environnement, doit saisir ces nouvelles opportunités qu'offrent les énergies vertes et le développement de moyens de transport alternatifs. Déjà, en mars 2007, le Bloc québécois proposait un plan visant à réduire notre dépendance au pétrole, encourager les énergies alternatives, modernisation des équipements industriels, incitatifs fiscaux à la rénovation d'édifices et à la reconversion des systèmes de chauffage ou encore hausse des exigences d'efficacité énergétique. Voilà des exemples concrets. La semaine dernière, le Bloc québécois exigeait du gouvernement fédéral qu'il alloue des fonds afin de favoriser la recherche et la commercialisation de la voiture électrique. La part des GES attribuables au transport routier est trop importante pour ignorer ce secteur. Il faut dès maintenant utiliser tous les instruments fiscaux et les instruments de marché disponibles, qualifiés par l'OCDE d'abordables afin d'entrer résolument dans une économie plus durable. C'est maintenant, Monsieur le Président, l'heure des choix concrets et il est primordial de prendre le virage vert. Malgré l'urgence d'agir, le gouvernement n'a jamais cessé de justifier son inaction par l'échec du gouvernement précédent. Depuis le tout début, le gouvernement n'a cessé de faire porter la cause de son inaction par l'échec du gouvernement précédent. Pratiquement, cela consiste à rejeter de manière systématique la responsabilité sur le gouvernement précédent afin de se laver les mains et éviter de prendre tout engagement contraignant de réduction de GES. Alors qu'ils sont au pouvoir depuis maintenant tout près de 4 ans,
les conservateurs soulèvent 1001 prétextes pour ne pas s'engager dans cette lutte, qui représente vraisemblablement le plus grand défi du 21e siècle. Le gouvernement conservateur repoussait pour la 3e fois en 4 ans l'entrée en vigueur d'une réglementation crédible, obstruant, du coup, l'essor d'une bourse du carbone à Montréal. Pourtant, un véritable marché de plafonnement et de crédits d'émission permettrait aux entreprises du Québec qui, de bonne foi, ont déjà consenti de nombreux efforts pour réduire leurs impacts environnementaux, de bénéficier des crédits auxquels ils ont droit. Surtout en se fixant un plan basé à la fois sur une année de référence partiale, 2006, plutôt que 1990, et des cibles d'intensité qui ne sont partagées par personne d'autre. Les conservateurs ont volontairement fait l'impasse sur les propositions de la communauté internationale. Ce manque de leadership est malheureusement conforme à la stratégie conservatrice en matière de changement climatique dont les assises se déploient depuis 1997. Alors qu'à l'occasion des négociations entourant le protocole de Kyoto, le Parti réformiste niait l'existence des changements climatiques. Après de fracassantes déclarations sur la nature socialiste du protocole de Kyoto, les conservateurs n'ont évidemment pas hésité à ternir l'image du Canada et à renier sa signature. Nous assistons, Monsieur le Président, actuellement à une mascarade au cours de laquelle les conservateurs sont de plus en plus créatifs afin d'inventer de nouvelles excuses. L'un des plus marquants exemples nous ramène à la conférence de Bali, alors que les conservateurs introduisent le concept flou de circonstances nationales et se servent notamment de la rigueur de nos hivers comme excuse pour justifier l'inaction, pour faire valoir que ces réductions de GES doivent être moins importantes que celles des autres pays. Le gouvernement conservateur collectionne aussi le prix. À la conférence de Barcelone, tenue du 2 au 6 novembre, où le Canada, champion toute catégorie des prix fossiles, remis aux pays les plus destructeurs du consensus. Ce dernier a tout fait pour torpiller les négociations en vue d'un accord à Copenhague et est revenu à la charge avec ses prétextes de circonstances nationales qui se résument désormais au fait qu'il fait plus froid au Canada, que notre population est en croissance et que le Canada exploite les sables bitumineux. Ce faisant, le Canada a ouvert la porte à toutes les excuses et dédouane les pays qui, comme la Chine et l'Inde, pourraient être tentés d'invoquer eux aussi leurs circonstances particulières. La semaine dernière, le Canada a été un mauvais joueur au sommet de la PEC et a été dénoncé par des experts pour avoir refusé de se fixer des objectifs contraignants avant le sommet sur le réchauffement climatique de Copenhague. Finalement, cette semaine, depuis Copenhague, le ministre de l'Environnement annonce qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que le gouvernement conservateur aille de l'avant avec des réglementations sur les émissions de gaz à effet de serre immédiatement après le sommet international sur les changements climatiques. Voilà comment le Canada a échafaudé sa stratégie nihiliste en matière de lutte au changement climatique.